Bonjour tout le monde, bienvenue à la leçon 6 du cours d'amendement et fertilisation, cours qui va porter sur des économies d'eau. Je vous conseille de commencer d'abord par lire les notes de cours et les compléter à partir du document déposé sur Google Classroom. Et ensuite, si vous êtes prêts, on commence avec les PowerPoint. Le premier va porter sur les économies d'eau en général et le deuxième sur la mycorhize. Certains pourraient se poser la question, pourquoi faire une leçon spécifiquement sur les économies d'eau? Bien évidemment, quand on fait de l'horticulture, on veut être plus écologique, on veut améliorer l'environnement. Par contre, si on dépense des milliers de litres d'eau pour entretenir nos plates-bandes, ben, le côté écologique, on le perd un petit peu. Donc, y a-t-il moyen de cultiver des plantes, que ce soit un potager, une plate-bande, et en même temps consommer des quantités d'eau raisonnables pour éviter de gaspiller une ressource qui est quand même rare? Je vous rappelle que sur l'ensemble de l'eau de la planète, il y en a moins de 1% qui est potable et disponible. Et dans plusieurs régions du monde, évidemment, l'eau est un enjeu majeur, même pour la survie de l'humanité. Donc, est-ce que c'est possible de faire de l'horticulture et de consommer moins d'eau? Bien, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les prochaines minutes. Alors, on commence avec le premier PowerPoint qui recoupe les grands points qui ont été vus dans la matière avec quelques images qui vont vous donner un petit peu des idées plus précises sur le sujet. Donc, on est prêt? Économiser l'eau du sol. Donc, premier point, augmenter la rétention en eau du sol. Donc, si on veut consommer moins d'eau pour faire pousser des plantes, notre premier objectif, c'est de faire en sorte que notre sol retienne le plus d'eau possible. Évidemment, il ne faut pas que ça se fasse aux dépens du drainage, parce que si notre sol retient plein d'eau, il n'y a plus d'espace pour l'air, les racines vont étouffer et vont mourir. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir un drainage qui est rapide, mais en même temps, avoir un sol qui va retenir plus de litres d'eau pour un même volume. Donc, augmenter la rétention en eau du sol, comment on peut faire ça? Première possibilité, on peut incorporer de l'argile au sol. Évidemment, de l'argile, ce n'est pas facile à trouver, mais si on en trouve sur le bord d'un ruisseau ou dans un endroit un petit peu plus marécageux, on peut toujours ramasser cette argile-là, la faire sécher, la briser avec une masse dans une brouette et ensuite l'épandre sous forme de poudre. L'autre possibilité, c'est de mélanger l'argile, comme on le voit sur la photo ici, avec de l'eau chaude, faire une espèce de boîte et arroser les plates-bandes. C'est un petit peu plus long comme méthode, mais ça fonctionne aussi. Je vous suggère particulièrement la première méthode, c'est-à-dire de pulvériser l'argile et de l'épandre. Si vous n'avez pas d'argile de façon autour de chez vous, l'autre possibilité, c'est qu'on peut acheter un produit qui s'appelle le BioRoche, qui est des petites granules d'argile. Le seul problème avec le BioRoche, c'est que c'est quand même dispendieux. C'est environ 25-30 $ un sac. Et si on a des surfaces qui sont très grandes, évidemment, ça fait des coûts très importants. Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver de l'argile pour en épandre dans les sols, mais si on en trouve, évidemment, c'est un élément qui va améliorer la rétention en eau du sol. Donc, l'argile peut être sous forme humide comme ça ici, sous forme sec en granules, et elle peut aussi être pulvérisée, donc en poudre très très fine. L'autre option, c'est évidemment d'incorporer de la matière organique au sol. On sait que la matière organique a plusieurs rôles au niveau qui va améliorer plusieurs aspects du sol, au niveau du confort. Donc, la matière organique, elle améliore la rétention en eau parce qu'évidemment, les fibres d'humus sont pleines de micropores et je dis souvent, l'humus, c'est un peu comme une éponge, donc ça absorbe une grande quantité d'eau et en plus une grande quantité d'éléments nutritifs. Donc, chaque fois qu'il pleut, le sol va être capable de retenir un plus grand nombre de litres d'eau et on va avoir moins besoin d'arroser justement parce que le sol va avoir fait une plus grande réserve. Donc, l'argile fonctionne bien, la matière organique fonctionne bien et l'autre, c'est évidemment le mélange des deux. Donc, si on combine les deux, on va avoir un effet encore supérieur. Donc, je l'ai mis ici sur la photo. Ça, c'est le devant de mon cabanon. On voit ici que le sol, je ne sais pas si on voit assez bien là, en vidéo, mais le sol est relativement pâle. C'est un limoneux sableux qui est moyen pauvre en matière organique. Donc, j'ai mélangé de l'argile avec de l'eau et j'ai épandu l'espèce de boîte claire, l'espèce de boue à la surface du sol. Ensuite, j'ai ajouté du compost et j'ai mélangé les deux amendements en profondeur, évidemment, et le résultat final, je ne sais pas si on voit bien la différence, là, mais ici, le sol est moyen pauvre en matière organique et ici, le sol est moyen riche ou même riche en matière organique, avec en plus de l'argile. Donc, j'ai amélioré la texture du sol et j'ai amélioré aussi son taux de matière organique, les deux d'un coup, évidemment, dans le but de faire en sorte que le sol retienne plus d'eau. Donc, ça, c'est pour la question d'augmenter la rétention en eau. Je répète, l'objectif, c'est de faire en sorte que le sol retienne plus de litres d'eau à chaque fois qu'il pleut ou à chaque fois qu'on arrose. Deuxième chose qu'on va essayer de faire, c'est d'empêcher les pertes d'eau.
Donc, on a essayé d'augmenter dans un premier temps la quantité d'eau que notre sol pouvait retenir en mettant de l'argile, du compost ou un mélange des deux. Parfait, on a gagné sur un point. Maintenant, si cette eau-là se perd par évaporation à la surface du sol, on perd un petit peu une partie de ce qu'on a gagné. Donc, comment on peut faire pour faire en sorte que l'eau qui est tombée dans notre sol reste dans notre sol disponible pour les racines? Il y a trois choses qu'on peut faire. La première, c'est de ralentir l'effet du vent. On va créer un brise-vent. En agriculture, un brise-vent, ça peut être une haie d'arbres très hauts qui va filtrer le vent pour ralentir l'effet asséchant de celui-ci sur le sol. En horticulture, on va y aller avec des méthodes plus simples. Par exemple, dans un potager, on pourrait faire pousser des plantes très hautes du côté des vents dominants. Normalement, le vent dominant, il vient de l'ouest. Donc, on pourrait, dans un potager, par exemple, planter des tournesols ou des plants de maïs du côté ouest du potager pour éviter que le vent vienne assécher le sol. Autre possibilité, ça pourrait être par exemple de faire un treillis, une clôture, n'importe quel matériau qui va filtrer le vent et qui va le rendre moins asséchant. Donc, première option, les brise-vents. Le plus souvent, on va cependant travailler avec du paillis. Vous avez pas un article, mais vous avez un point dans le cahier sur le paillis où on vous détaille les avantages et les inconvénients. Donc, le paillis est quand même très intéressant pour diminuer les pertes d'eau. Et n'importe qui a déjà utilisé le paillis a probablement remarqué qu'on arrosait beaucoup moins souvent quand on installait un paillis. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Bien, le paillis, ça forme une couche isolante à la surface du sol. Donc, l'eau du sol qui remonte à la surface puis qui veut s'évaporer, il rencontre une couche aérée, isolante, qui fait que l'eau reste dans le sol et elle reste disponible pour les racines. Donc, le fait d'installer un paillis fait en sorte qu'on a besoin d'arroser beaucoup moins pendant la saison. Et l'autre option, c'est le binage. Le binage, c'est quoi? Bien, vous le savez probablement, c'est le fait de casser la croûte de sol. Donc, on peut faire ça avec différents instruments. Le plus souvent, on travaille avec le cultivateur ou le 3-dents. Donc, l'idée, c'est tout simplement de casser la croûte parce que normalement, l'eau a besoin d'un sol tassé pour remonter. Et si on brise la croûte et on vient créer des macropores en surface, on vient de créer, dans le fond, un paillis temporaire. Donc, biner le sol, ça crée une couche aérée en surface qui empêche l'eau de remonter et de se perdre par évaporation. Certaines personnes vont dire que c'est contre-productif parce que quand je bine, ben on dirait que le sol s'assèche plus vite. Oui, il s'assèche plus vite dans le premier centimètre, mais juste en dessous de ça, l'eau va rester là parce qu'on vient justement de créer une couche isolante. Donc, le binage fonctionne très bien. Qu'est-ce qui est mieux, le binage ou le paillis? C'est vraiment une question de goût. Personnellement, je trouve que le paillis est plus intéressant parce que le paillis a un effet plus permanent. Vous installez du paillis au printemps, votre sol est protégé pendant toute la saison. Alors que le binage, on doit le recommander après chaque pluie. Maintenant, il y a des gens qui vont dire si j'installe un paillis, ça devient difficile de biner. Effectivement, mais si vous avez installé un paillis, vous n'avez pas tant besoin de biner parce que votre couche aérée, vous l'avez pendant toute la saison, comme je le disais tantôt. Le binage devient un petit peu inutile. Donc, on a le choix entre paillis ou binage, mais les deux fonctionnent très bien pour garder l'eau du sol dans le sol disponible pour les racines. Autre solution, bien, on peut utiliser la mycorhize. Là aussi, vous avez un point dans les notes de cours sur la mycorhize. Très efficace, la mycorhize, pour augmenter la capacité des plantes, du système racinaire à explorer plus loin. Et si la plante a fait un système qui est plus élaboré pour aller chercher de l'eau et des éléments nutritifs, forcément, elle va être beaucoup plus résistante à la sécheresse. Donc, on peut étirer un peu plus les arrosages entre les pluies quand la plante est mycorhizée, parce que le fait que son système est plus élaboré, elle est capable d'aller chercher de l'eau où normalement, elle n'aurait pas été capable d'aller en chercher. Et l'autre option, c'est évidemment d'utiliser des plantes tolérantes à la sécheresse. Donc, si on a un sol qui ne retient pas beaucoup l'eau, puis on veut arroser moins, bien, utiliser des plantes tolérantes à la sécheresse, ça va aussi répondre à notre besoin.